Bonjour Jean-Marc Gravellini, vous êtes responsable de l'unité de coordination de l'Alliance Sahel. Alors se tient ce jeudi à Nouakchott une conférence importante des partenaires du G5 Sahel qui rassemble 5 pays. Et vous allez définir un programme d'investissement prioritaire pour la zone. Quels sont les enjeux de cette rencontre ? Bien, écoutez, bonjour. Donc effectivement, à Nouakchott, en fait, le programme d'investissement prioritaire a été élaboré par le secrétariat permanent du G5 à la demande des 5 chefs d'État du G5. C'est un programme avec une quarantaine de projets ciblés sur les zones frontalières, les zones où il y a une dimension régionale et les zones où effectivement le nexus développement et sécurité est évidemment important pour, comme chacun le sait, il ne peut pas y avoir de développement sans sécurité et inversement. Donc ce programme existe et aujourd'hui, donc les partenaires du G5 et en particulier les partenaires membres de l'Alliance Sahel vont se réunir à Nouakchott pour annoncer leur intention donc de financement de ce programme prioritaire. Dans cette zone, il y a aussi actuellement des interventions militaires en cours. Je crois que l'un des objectifs que vous recherchez, c'est d'avoir des délais très courts d'intervention au niveau de remise en route des projets de développement ou de développement de ces zones où les territoires ont été reconquis. Oui, tout à fait. Oui. Effectivement, donc dans ce programme d'investissement prioritaire, le G5, le secrétariat permanent du G5 a défini des projets prioritaires à réaliser rapidement dans les zones en effet les plus sensibles où l'enjeu du développement est crucial aujourd'hui. Donc il y a 5 zones qui ont été définies, l'est du Niger, la région de Tillabéri-Tawa, l'extrême nord du Burkina, la région du Gourma et du centre au Mali, la région des Hottes en Mauritanie et la région du Kanem-Lac-Tchad au Tchad. Et donc dans ces zones-là, où il y a des enjeux très forts aujourd'hui en termes de sécurité, mais aussi en termes de développement, le G5 a demandé, les pays du G5 ont demandé qu'on mette un accent particulier et qu'on élabore des projets très vite, mais des projets aussi qui puissent se réaliser très rapidement et que les populations concernées puissent mesurer vite l'impact en quelque sorte de ces projets sur, d'une manière générale, l'amélioration de leurs conditions de vie. Quel type de projet on met en œuvre dans ces zones pour essayer de détourner les jeunesses de ces régions qui sont souvent susceptibles ou attirées par les groupes djihadistes qui leur offrent un statut social, un peu d'argent à la fin de mois? Quel type de projet on peut mettre en œuvre dans ces zones prioritaires pour les inciter à rester dans l'état de droit? Bon, il y a une dimension très importante en termes de développement dans ces régions et dans ces pays d'une manière générale. C'est l'accès en quelque sorte à un certain nombre de services. Et parmi les premiers, l'accès à l'eau. Alors évidemment, l'accès à l'eau potable, mais aussi l'eau d'irrigation pour pouvoir justement cultiver, produire, assurer la sécurité alimentaire et aussi produire pour vendre et donc générer des revenus. Et puis le pastoralisme, l'eau pastorale. Vous savez que ce sont des zones où évidemment il y a une présence donc importante d'éleveurs nomades, et évidemment l'accès à l'eau est un enjeu très important pour eux. D'autant plus que les relations qui existent entre les nomades éleveurs et les populations d'agriculteurs sédentaires sont souvent effectivement la source de conflits. Donc il y a un enjeu majeur dans ces régions autour de l'eau. Et donc le G5 nous a demandé effectivement de mettre un accent particulier sur l'accès à l'eau d'une façon générale. Mais aussi la question effectivement du retour à la cohésion sociale. Donc là on est plus sur des projets un peu soft, disons, où il s'agit justement de comprendre en quelque sorte les mécanismes qui ont conduit à ces tensions entre communautés, entre les classes d'âge, etc. Et donc tout un programme de renforcement en quelque sorte de la cohésion sociale qui passe également par le retour de l'état de droit, bien évidemment, le retour de la sécurité intérieure dans ces zones-là. Et puis, ce qu'on appelle, sous un terme générique, la résilience, favoriser la résilience de ces populations. Donc, en effet, faire en sorte qu'au-delà de l'accès aux services, elles puissent retrouver des activités économiques, de petites activités économiques, de façon à retrouver des revenus et à retrouver effectivement une capacité, un espoir en quelque sorte dans l'avenir. Donc, à travers ces programmes de développement d'urgence souhaités par le G5, on met aujourd'hui un accent particulier sur, en effet, l'eau, la résilience et la cohésion sociale dans ces zones-là.
vous l'avez souligné, c'est des territoires historiques où il y a eu des conflits entre éleveurs et agriculteurs, avec des droits de passage sur des terres occupées par les agriculteurs, des communautés différentes, souvent instrumentalisées aussi par les groupes terroristes ces dernières années. Est-ce que l'agriculture est la seule réponse ou les seules activités possibles pour les jeunes dans ces zones plus ou moins arides? Est-ce que ça doit repasser par des zones de maraîchage, des activités liées au petit commerce, à l'alimentation des marchés réguliers, ou il y a d'autres activités économiques possibles aussi? Bon, clairement, quand on parle effectivement d'activité économique, de relance des activités économiques, on pense évidemment en premier lieu à l'agriculture et aussi à l'élevage, puisque évidemment l'avantage c'est qu'on apporte des emplois là où les gens se trouvent, il y a une distribution de revenus qui peut être importante à travers ces filières agricoles, hein, maraîchage, éventuellement des filières d'exportation, je pense à la gomme arabique, l'élevage qui représente un potentiel économique très fort, peut-être mal valorisé, souvent très mal valorisé aujourd'hui. Donc effectivement, il faut mettre l'accent en priorité sur ces activités agricoles et d'élevage. Alors ensuite, il faut évidemment le faire en sorte qu'on puisse construire des projets qui vont permettre de répondre aux préoccupations de ces populations. Donc il faut mobiliser des acteurs étatiques, hein, mais aussi des acteurs comme la société civile, les ONG, et pourquoi pas également le secteur privé qui peut aider d'une certaine manière à structurer ces filières et à les rendre effectivement plus rentables. Je pense notamment à l'élevage. L'élevage, on a un potentiel énorme lié à la présence de ces troupeaux, avec souvent une exploitation très extensive. On a la possibilité de produire évidemment de la viande, du lait, des groupes agro-industriels, agroalimentaires qui peuvent aider à la transformation, à la commercialisation de ces produits, peuvent aussi aider à la structuration en amont de ces filières. Y a-t-il une partie des financements qui iront aussi au retour des services de l'État dans ces zones? Parce que relancer les activités dans ces zones qui ont été souvent marginalisées, où l'insécurité a fait aussi que les services de l'État, en matière d'éducation, de santé, ont abandonné un peu le terrain. Je suppose que c'est un complémentaire. Enfin, tout cela va de pair. Pour que les populations retrouvent confiance, les populations de ces zones sahéliennes, ces zones de crise, effectivement, il faut travailler sur l'accès aux ressources, en quelque sorte, aux revenus, faire en sorte qu'il y ait, en quelque sorte, à travers ces revenus, un espoir à nouveau. Et puis, il faut travailler sur le retour, en effet, de l'État et des services que l'État peut offrir. Alors, évidemment, des services qu'on pense classiquement, accès à l'école, accès aux soins également, à travers des dispensaires. Et puis, il y a des choses aussi qui sont très importantes quand on regarde ce qui se passe, c'est le retour de la justice également, puisque ces populations sahéliennes souffrent énormément de l'absence de justice, et donc il faut aussi aider, alors en trouvant des formules un peu innovantes en quelque sorte, mais trouver la possibilité de ramener en quelque sorte l'état de droit à travers notamment la justice, mais aussi la sécurité, notamment la sécurité intérieure à travers la police et la gendarmerie. Jean-Marc Cravellini, merci. Je vous en prie, merci à vous.